La runecraft est un pouvoir sacré qui existerait depuis l'aube de l'humanité. Ceux qui sont choisis et nés avec ce pouvoir, ont défié l'ordre avec leur puissance surnaturelle, et ont fini par régner en maître sur toute chose. Sous leur règne, les anciens peuples louaient la runecraft comme un miracle accordé par les dieux. Cependant, parmi les innombrables runes, il y en avait une qui était honnie et détestée comme une malédiction. C'est la rune Azura. Le jeune homme portant cette rune sur son dos cicatrisé courait, poursuivi par son propre peuple. Armé de torchets et de fourches, il décide de le laisser partir avec l'avertissement de ne plus jamais revenir dans leur village. Trébuchant dans la montagne glacée, Van continuait de courir pour sauver sa vie. Depuis les temps anciens, ceux qui naissent avec sa rune apportent inévitablement la ruine. Un groupe de personnes d'un autre village voit son corps battu, s'accrochant à peine à la vie alors qu'il lutte pour respirer. La petite famille utilise la runecraft pour lui sauver la vie, bien qu'elle ait vu la marque sur son dos. Sur ce, ses yeux se sont fermés. 7 ans plus tard, le village résonnait de cris alors que les gens insistaient sur le fait qu'ils ne savaient rien. Des hommes étranges cherchaient un porteur d'Azura, mais n'ont trouvé personne après avoir fouillé. Ils sont finalement chassés par des habitants bruyants et rapportent à leur patron qu'il n'y a personne dans toute la région qui corresponde à leur cible. Une main effrayante se tend et un homme est appelé à s'approcher. Le patron enfonce sa main dans l'estomac du voyou, et son partenaire hurle de choc et d'horreur. Il est impossible que des gens comme eux, sans mana ni runecraft, trouvent leur cible, mais il est différent et peut sentir l'odeur de la ruine à proximité. Van et Linda sont appelés, on leur dit que les gens qui les cherchaient sont partis. Soulagés, la famille s'étire et respire à nouveau l'air frais. Le jeune homme s'excuse car des gens bizarres continuent de venir pour lui, mais personne ne s'en soucie. Partel essuie la poussière de leur visage, et il remarque que Van se cache toujours au même endroit près de l'arbre. C'est son endroit préféré. Après tout, c'est là qu'ils l'ont sauvé ce jour-là, il y a 7 ans. Dans tout le village, cet endroit lui apporte le plus de réconfort. Le père rit de ses paroles, trouvant sa sincérité précieuse et adorable. Les préparatifs du mariage du couple sont terminés, et ils peuvent commencer dès que le soleil se couche. C'était une journée merveilleuse, et personne ne pouvait attendre l'événement plus tard. La nuit tombe et la seule lumière dans la forêt était dans le village. Les citoyens se sont rassemblés autour d'un immense feu de joie pour le mariage. Van et Linda se regardent avec amour dans les yeux et on leur dit de dire quelques mots en tant que mari et femme. Les gens applaudissent alors que la femme promet de le rendre si heureux qu'il oublie comment pleurer. Pendant ce temps, le porteur d'Azura s'excuse timidement d'avoir mis tout le monde dans une situation difficile à nouveau. Tout au long de sa vie, des cris de désespoir ont suivi partout où il allait, comme des chaînes à ses pieds. Il n'avait nulle part où aller, et s'il ne l'avait pas accueilli il y a 7 ans, il n'aurait pas survécu un jour de plus dans le monde. Il continue en disant qu'il n'est pas sûr qu'il soit vraiment normal qu'une personne comme lui soit là. Cependant, il est forcé de s'arrêter lorsque Linda lui donne un coup de poing au visage, disant à son mari d'arrêter. S'ils avaient peur de tout ça, alors il ne l'aurait pas sauvé en premier lieu. Quand elle l'a rencontré pour la première fois, ce serait un mensonge de dire qu'elle n'était pas inquiète. Mais le village a rencontré une véritable crise peu de temps après, et tout le monde a failli mourir, y compris elle. Il les a tous protégés et a risqué sa vie dans le processus, alors ils ont décidé qu'ils avaient dépassé l'inquiétude concernant sa marque. Même si une autre crise survient, ils la surmonteront ensemble, comme ils l'ont fait ce jour-là. Les autres font écho à ces paroles, promettant de protéger le garçon au cœur tendre comme il les a protégés. Sur ce, ils passent à autre chose et se préparent à terminer la cérémonie de mariage. Exprimant leur amour l'un pour l'autre, les jeunes mariés partagent un baiser précieux. Le patron d'avant, Kessé, feint l'émotion et dit qu'il a les larmes aux yeux en les regardant. La lumière vive du feu de joie illuminait la forêt, mais la lueur chaude a été remplacée par une explosion violente et verte. La respiration de Van était saccadée, et il ouvrit les yeux pour voir ses bras couverts de blessures. En les ouvrant un peu plus, il commence à voir les cadavres sur le sol. La tragédie avait frappé comme toujours. Des corps brisés et blessés, tous sans vie, étaient éparpillés sur le terrain de mariage. Ce qui était censé être une fête joyeuse est devenu le lieu de sépulture de tout le village. Van recula et hurla d'horreur, incapable de croire ce qui se passait et se demandant pourquoi c'était comme ça. Il était le seul survivant, et il pouvait clairement voir les corps mutilés de son oncle Partel et de sa tante Kara. Alors que le désespoir commençait à s'installer, Kessé apparut derrière lui, appelant moqueusement le jeune homme. Il frappe le seul survivant, le faisant tomber et s'écraser contre un arbre. Traînant Linda par les cheveux, il chante un air, étrangement similaire à celui de Cache-Cache. Si leur rune Azura était bien cachée, alors il allait les chercher. Van se demande qui il est et quelles sont ses intentions, mais tout ce qu'il a besoin de savoir, c'est que le lanceur de runes a des affaires avec lui. Il y a quelqu'un qui a besoin de la vraie ruine dans l'Azura avec lequel il est né. Puisque les survivants sont une plaie, il a anéanti tous les villages voisins sans exception. Il fait juste ce qu'on lui dit en tant que mercenaire, donc il ne devrait pas y avoir de rancune. Disant au jeune homme de ne pas trop le détester, Kessé l'emprisonne dans une dimension de poche préparée par son employeur, où le temps s'écoule différemment. Il sera relâché le moment venu, alors il doit juste être sage et attendre que cela se produise, bien que même lui ne sache pas quand ce sera.
La dernière chose que Van voit avant de s'évanouir est Linda, toujours maintenue par ses cheveux. Le regardant, sa bouche bouge avec un dernier message, et elle le quitte avec un dernier sourire. Le mari tendit la main désespérément et en larmes, mais ne put combattre la dimension qui dévorait son corps. Enveloppé dans l'outil, il se retrouve dans un endroit complètement différent, tout seul après que son peuple ait été tué. Kaiser a parlé du véritable pouvoir de la ruine. Van croyait que tout était à cause d'une seule rune, mais il n'y avait jamais de porte de sortie. En fin de compte, sa simple existence n'a jamais apporté que la mort et la tragédie à ceux qui l'entouraient. Dès sa naissance, il n'y avait aucun moyen d'échapper au destin funeste. S'il avait accepté cela un peu plus tôt, alors peut-être que ceux qui l'aimaient auraient vécu. Juste cette fois, il pensait que les choses pourraient être différentes et cette folie est la raison pour laquelle ils sont morts. Son souhait vain et avide de vivre une vie normale est ce qui a tué tout le monde. Rongé par la culpabilité et entouré de ses propres démons, il s'excuse et se repent. Finalement, il s'arrête et leur dit de ne pas lui pardonner car il ne mérite pas la miséricorde. Encore une fois, laissé seul, il se demande pourquoi Dieu lui infligerait un sort aussi cruel. Les dieux ne lui étaient d'aucune utilité maintenant et il était absolument épuisé par tout cela. Sans énergie ni volonté de vivre, il a demandé à être libéré avec la mort, si possible en paix. Il se souvient des derniers mots de Linda disant que ce n'était pas sa faute et qu'elle l'aimera toujours. Van ouvrit les yeux et se força à se relever. Encore une fois, rongé par la culpabilité. Son épuisement est remplacé par quelque chose de plus fort. Il se reproche tout ce qui s'est passé. Tout était de sa faute, et pourtant il osait et souhaitait audacieusement une mort paisible. Pour lui, il n'a pas le droit de mettre fin aux choses de cette façon, surtout après avoir causé tant de douleur à tant de personnes. Il y avait encore quelque chose qu'il devait faire. Des cris retentirent de ses poumons alors que des émotions intenses se déversaient. Les pensées et le désir de vengeance débordaient. On dit que la rune Azura apporte invariablement la ruine, mais il ne se soucie plus de tout cela, car il n'y avait rien de pire que ce qu'il traversait. Kessé a dit quelque chose à propos de quelqu'un qui avait besoin de la ruine qu'il porte. En tant que tel, il la livrera à leur porte et leur fera ressentir lui-même. À ce moment-là, Van jure de montrer à ses transgresseurs ce qu'ils recherchent. Il pense au village et à ses habitants et demande un peu plus de temps. Il les rejoindra plus tard, car mourir peut attendre qu'il ait terminé sa vengeance. Pour ce faire, il doit sortir de la dimension de poche et éliminer les âmes qui le poursuivent. Ils ont couru pour le tuer, blâmant le jeune homme pour toute leur agonie. Il les affronte de front, prêt à passer des milliers d'années pour accomplir sa vengeance. Comme un démon, il jure sa vie et commence son pénible voyage. 200 passèrent, et il avait déjà vaincu d'innombrables âmes, puis encore 200 passèrent. Bientôt, il a déjà passé 600 ans dans la dimension, réduisant ses ennemis en poussière. Pendant des siècles, le garçon qui allait emprunter le chemin d'Azura a dansé dans la ruine, mais il ne connaissait toujours pas le véritable pouvoir caché de sa rune. Face à un énorme ennemi, il cria comme une bête démoniaque approchant de son but. Il passa 999 ans à se renforcer et à se baigner dans sa culpabilité. Trempé dans les restes de ses ennemis et laissé dans les profondeurs du désespoir, une agonie sans fin s'abattit sur lui, mais il sauta vers ses ennemis sans jamais perdre le feu de la vengeance dans son cœur. Au cours de la 1000e année, il passa la plupart de son temps à se faire malmener par son adversaire le plus fort à ce jour. Peu importe ses efforts, il ne pouvait jamais le battre. Et quand la mort approcha, il se souvint du jour où Linda parla de ses rêves. Le premier était de l'épouser et de faire de ses parents ses beaux-parents. Ensuite, ni trop peu, elle espérait avoir un fils et une fille. Enfin, elle voulait une maison où ils pourraient toujours revenir en souriant, protégés par une clôture familiale pour assurer leur sécurité mutuelle. Son sourire était aussi chaleureux et brillant que son rêve. Se souvenant de sa femme, le véritable pouvoir de la ruine fut libéré de l'intérieur du jeune homme. Van cria alors que le pouvoir commençait à déborder de son corps, s'infiltrant et prenant le contrôle de tout son être. Les mensonges perdus à cause de sa tragédie le suivirent, même dans ce pouvoir, et il explosa avec une force nouvelle. À ce moment-là, il réalisa le véritable pouvoir d'Azura. Le dieu de la ruine utilisa un pouvoir pour invoquer des casques. Se sentant lui-même comme un dieu, il est sûr que si ce pouvoir s'était réveillé ce jour tragique, aucun de ses proches ne serait mort. Face à l'énorme ennemi une fois de plus, il sourit maintenant. Il se précipita et lança un violent coup de poing, qui fut assez fort pour renvoyer la cible lourde et colossale en arrière. C'était différent de tout ce qu'il avait jamais ressenti, et les rôles ont complètement changé. Le dieu démoniaque a sauté pour s'élever au-dessus de son ennemi. Dans le ciel, il manifeste son premier armement. Le point d'annihilation est un gantelet, imprégné du pouvoir de détruire au niveau des particules. Van plonge et frappe le crâne de sa cible, enfonçant son poing de plus en plus profondément à la seconde, et faisant trembler le sol des dimensions avec l'impact de son attaque. Dans le monde réel à l'extérieur, une bande de voyous a attaqué un couple, tuant l'homme et exigeant de l'argent. Juste à ce moment-là, Van apparut derrière le chef, libéré et avec quelque chose à demander. Les interrompant, il demande catégoriquement quelle année c'était. Ignorant à qui il avait affaire, l'homme se moque de lui et dit que c'est l'année de janvier. Le lanceur de rune y pense tout seul,
sans se soucier de l'homme derrière lui. Les voyous échangent un regard et se balancent, mais leur arme se brise alors qu'ils calculent le temps qui s'est écoulé. Ils sont choqués car il ne s'est même pas défendu. La terreur s'infiltra soudain dans leur cœur alors que Van se tournait pour les regarder comme des insectes insignifiants. Il les abat en un instant et avant même qu'ils ne puissent enregistrer ce qui s'est passé, déchire tout le monde à main nue. Les voyous sont tués avec un seul vivant exprès. L'homme s'est presque mouillé alors que l'être démoniaque se tournait vers lui, souriant et disant qu'il avait une question à poser à nouveau. Sur le continent d'Atin, d'innombrables royaumes ont été fondés depuis les temps anciens, principalement grâce au pouvoir de la rune. Parmi eux, il y en a un qui est loué comme le plus grand royaume de l'histoire. Son nom est le royaume de Zoé. Il a dominé le continent en tant qu'hégémonie pendant de nombreuses années, en s'appuyant sur sa force militaire. D'après le dessin de Kessé par Vent, le voyou dit que ses robes appartiennent aux sorciers de la famille royale. Battu, il sourit et dit qu'il n'y a aucun moyen qu'il puisse lui mentir. L'homme a été pendu la tête en bas et a demandé plus de détails. Il y a 5 ans, le mercenaire a rencontré leur patron, Yol, avec une demande d'un homme important. Il devait juste trouver quelqu'un et déblayer quelques villages en échange de beaucoup d'argent. Le contact n'a jamais été établi avec l'employeur réel, mais il n'avait aucune raison de refuser. Puisqu'ils étaient de sales bandits, ils ont déblayé des villages entiers sans laisser de traces. Il était difficile de brûler autant de cadavres, ils ont donc dû travailler extrêmement dur pendant cette période. Après avoir terminé le travail, ils ont été grassement payés et le mercenaire est parti sans aucun problème. Il confirme même qu'il y avait une fille aux cheveux roux parmi les cadavres. Elle a probablement été brûlée avec le reste, ce qui est dommage car sa beauté aurait rapporté un prix élevé en tant qu'esclave. Le souvenir de sa pauvre famille est apparu dans l'esprit de Van, et il a dû punir le voyou qui parlait de sa femme avec autant de légèreté. Plus tard, les deux arrivent à la cachette de la montagne des bandits. Ils ramassaient des esclaves comme si c'était une journée normale, les menaçant et les maltraitant. Il y avait même un groupe d'enfants emprisonnés, qu'ils avaient tous l'intention de vendre. Juste à ce moment-là, les gardes à la porte se sont tournés à cause de coups rapides. Il voit la tête de son camarade et demande ce qui lui a pris si longtemps. La tête coupée tombe alors que Van se précipite pour frapper le garde. Avec le premier à terre, il franchit la porte et bloque l'attaque du deuxième garde. Ils n'ont aucune idée de qui il est ni d'où il vient, mais l'intrus se déplaçait sur le champ de bataille comme un vétéran. Se baissant et serrant le poing, il dit au voyou de se taire. Un seul coup de poing suffit à éliminer quelqu'un d'aussi faible, mais le remue-ménage attire l'attention des autres bandits présents. Van s'approche des parasites insignifiants, traînant les cadavres de leurs camarades dans ses mains, et les jette par-dessus. Il exige de parler à leur chef, répétant qu'il a quelque chose à demander. Ne comprenant pas le message, ils laissent leur fierté prendre le dessus et se préparent au combat. Cependant, une voix sévère leur ordonne à tous de reculer. Ils insistent pour s'en occuper, mais Yol s'avance, demandant s'ils ont tous l'intention de mourir. L'ennemi est un sorcier né avec la magie des runes, tout comme lui. Oubliant les politesses, le chef des bandits demande ce que veut l'intrus. Van mentionne le travail d'il y a 5 ans et comment ils ont reçu des ordres de Kessé. Le chef est surpris qu'il ait déjà découvert autant de choses auprès de ses hommes. S'ils lui disent où se trouve le mercenaire, alors il promet de tous les épargner. Le chef décide de lui donner les informations qu'il veut, mais couvre son bras de lame et frappe l'homme, disant qu'il ne le dira qu'au cadavre qui restera de lui. Le coup frappe directement et l'impact envoie la cible voler au loin. S'il veut mentir en disant qu'il va les épargner, alors il devrait au moins cacher l'intention de tuer dans son mana. Yeol décide de le tuer aujourd'hui en utilisant sa rune de lame qui arme tout son corps de lame tranchante et dure. Malgré le coup encaissé, Van confirme juste qu'il ne sera pas facile de régler les choses par la conversation. Cependant, c'était à son tour de frapper, alors il a laissé son énergie circuler. Le chef attendait juste là le prochain mouvement, mais son adversaire est apparu devant lui si vite qu'il n'a même pas pu réagir. Un coup de poing est enfoncé profondément dans son ventre, et c'est comme si ses entrailles étaient écrasées à travers les lames de son corps. Van déchaîne un barrage de coups, se demandant comment quelqu'un d'aussi faible pourrait être un chef. Insulté, Yol serra les dents et leva son bras renforcé pour riposter. Il frappe pour tuer, mais le coup large est facilement esquivé par la cible. Agacé par le mouvement de rat, il revêt tout son corps de lame et défie son ennemi d'esquiver son prochain mouvement. Tournant comme un tourbillon pour tirer les lames, il provoque le lanceur de runes apparemment jeune. Continuant à lancer des éclats tranchants, il demande ce que ça fait d'avoir le corps déchiré. Normalement, on ne pourrait pas faire un seul pas, mais Van a continué à avancer, imperturbable face aux innombrables projectiles qui lui coupaient le corps. Comme le dieu démon qu'il était, il marchait sans ressentir la moindre douleur. Il était risible qu'une telle démangeaison soit même considérée comme de la douleur dans ce monde. Prenant cela pour une passion stupide, Yol a arrêté de tourner et s'est préparé pour une autre attaque. Tout son bras est recouvert de lames comme avant, mais avait maintenant la taille d'un géant. Monstrueux à sa manière, le chef des bandits a souri et a frappé avec la force qui a placé leur gang au sommet. Au mieux, la peau de Van est arrachée vivante, il n'a donc qu'à couper ses nerfs. Pour lui, ils étaient tous bien trop superficiels. Ce niveau de douleur n'est rien comparé au marais d'agonie dans lequel il est tombé et qu'il a conquis pendant un millénaire.
Rencontrant le point de Yol avec le sien, il repousse le coup superficiel. Leur affrontement envoie des ondes de choc à travers la base, et le chef regarde sous le choc une dernière fois avant que la moitié supérieure de son corps ne soit éclatée de l'autre, et est envoyé voler à travers le ciel et hors de l'atmosphère. Avec la base détruite et la bataille terminée, Van se tourne menaçant vers le reste des membres et suggère de reprendre là où il s'était arrêté. Chacun et chacune a avalé sa salive de terreur, mais n'a eu d'autre choix que de se battre pour sa vie. Au moment où le soleil était sur le point de se coucher, d'innombrables cadavres étaient empilés. Un homme est laissé en vie et révèle que Kezor se trouve actuellement dans le royaume de Nordia. Après avoir partagé l'information, il demande s'il sera épargné comme promis plus tôt. Van fait comme s'il ne se souvenait pas et dit que c'est une blague en riant. Alors que l'homme était sur le point de partir, une main acérée a traversé sa tête. La seule blague était qu'il épargne la vie de l'un d'entre eux. Laisser l'une de leurs cellules dégoûtantes en vie était ridicule. S'il en avait les moyens, il envahirait Zoé tout de suite, mais il ne peut pas croire aveuglément les paroles d'un bandit. Même si cela prend du temps, il rencontrera Kessé et confirmera les choses lui-même. Il appelle Linda et sa famille et leur demande un peu plus de temps. En retour, il a préparé un petit cadeau à offrir. Il manque le sens artistique, mais demande qu'ils s'en contentent pour l'instant. Devant lui, les cadavres des bandits qui ont attaqué leur village ont été sculptés en croix. Leur vengeance ne fait que commencer, et pour signaler ce nouveau départ, il brûle la croix et se dirige ensuite vers Nordia. Dans la rue de la guilde du royaume de Nordia, un homme reçoit un coup de poing fracassant au visage. Il tombe à genoux dans l'allée sombre, sans que personne n'entende ses cris. Luttant à peine pour rester en vie, il prononce le nom d'Anna Dalton. Autour d'eux se trouvaient d'autres corps morts, c'est pourquoi Van leur a dit de parler dès le début. Le remerciant pour l'information, il quitte l'allée remplie d'hommes battus. Pour la prochaine étape, il doit découvrir où se trouve la femme et ne peut se permettre aucun retard. Après tout, quelque chose comme hier pourrait se reproduire. La veille, il criait au milieu de la forêt, luttant pour contrôler le pouvoir magique qui se déchaînait et débordait de son corps. Le pouvoir magique est une particule inconnue qui ne peut être vue, mais qui est répandue dans tout l'univers. Une personne qui accumule naturellement cela et utilise la magie des runes est appelée lanceur de runes ou sorcier, qui utilise son corps comme un récipient pour contenir le pouvoir. Si le mana se déchaîne dans le corps, il pourrait simplement exploser en raison de la surcharge. Van doit arrêter le saccage en scellant immédiatement son pouvoir. Heureusement, il est assez compétent pour le faire. Après une dernière explosion, le mana cesse de se déchaîner et il a l'aide de surexertion. Il a failli mourir là-bas, mais comme il a scellé la plupart de sa magie, il ne peut plus utiliser qu'une très petite quantité maintenant. Continuer à abuser de son pouvoir ne se terminera pas seulement par la combustion de ses cheveux, il doit donc trouver la cause profonde de tout cela. Jusque-là, il n'a d'autre choix que de s'en sortir avec le peu qu'il a laissé non scellé. Il trouve un grand homme bloquant son chemin et lui demande de s'écarter car il doit passer. L'homme nommé Génie d'Ikana utilise l'endroit, donc personne n'est autorisé à entrer. Van dit qu'il aurait dû lui dire ça plus tôt. Après tout, il semble qu'il soit arrivé de manière inattendue au bon endroit. Ne voulant pas perdre de temps, il assomme le laquais avec un violent coup de poing et lui dit de dormir un peu. Il entre dans ce qui semble être un bain public, mais n'est occupé que par quelques personnes. Anna, qui est au milieu de son bain, se plaint d'être interrompue malgré avoir réservé l'endroit. Van en vient au fait et dit qu'il cherche quelqu'un du nom de Kezor. Elle est surprise qu'il lance le nom si légèrement, comme s'il demandait la mort. Sa réaction confirme qu'il a trouvé la bonne personne et lui dit de partager tout ce qu'elle sait. Riant de son effronterie, elle dit à ses laquais de lui arracher la bouche et de la lui apporter. Elle est connue comme la meilleure courtière en information du marché noir du royaume. Suivant ses ordres, les hommes qui la gardent se remplissent de pouvoir et commencent à transformer leur forme en quelque chose de plus sauvage et bestial. Ils se transforment en créatures ressemblant à des loups avec de multiples yeux sur la tête et se jettent sur l'homme qui a osé rabaisser leur maître. Comme toujours, Van voulait résoudre les problèmes par la communication, mais les gens autour de lui sont juste tellement désireux de rendre les choses difficiles. Il sépare quelques ennemis d'un coup de poing et les envoie voler. Dès qu'ils s'arrêtent, l'un essaie de riposter en visant un angle mort, mais il n'y a pas d'angle mort avec le porteur d'Azura. Il contre et gagne de la distance alors qu'un autre lepton frappe. Le barrage incessant commence à l'agacer, alors il se prépare et vise directement sa cible. Avant même qu'il ne puisse réagir, il se lance sur les bêtes et comble l'écart en un instant. Son poing entre en contact avec un ennemi, mais l'explosion de son coup de poing perce le corps de l'autre. Même le mur du bain est déchiré, manquant Anna de quelques mètres seulement. Une fois tout cela réglé, il demande si elle est enfin prête à avoir une conversation paisible. Amusée par le sorcier, elle dit avec regret que Kezor n'est plus dans les environs. On lui demande où il est maintenant, mais elle est une courtière en information qui ne peut donner aucune information à moins d'être payée. À sa surprise, il demande sagement ses tarifs au lieu de l'extorquer. Van précise qu'il vient de tuer ses gardes en état de légitime défense et qu'il est plus que disposé à payer un prix équitable. Pour des informations sur Kessé, y compris ses mouvements, elle lui facture 10 000 pièces d'or. C'est une somme extrêmement élevée pour lui, mais en raison de ses attentes erronées quant au prix, elle ne peut malheureusement lui donner aucune information.
Puisqu'il doit juste payer, il se tourne pour partir et lui dit d'attendre patiemment. La courtière demande pourquoi il recherche le mercenaire avec un regard si terrifiant qui plus est. Elle demande nonchalamment s'il a tué sa famille, mais on lui dit de se mêler de ses affaires à moins qu'elle ne veuille se faire arracher la bouche. Malgré l'avertissement glaçant, elle sourit et feint la peur. Van se rend dans la rue des mercenaires du royaume et termine son inscription en tant que mercenaire. Le travail en lui-même est rapide, mais les débutants prennent généralement du temps car les vétérans sont prioritaires pour les affectations. Il semble que cela va prendre plus de temps que prévu, mais il avait de toute façon besoin d'un moyen de gagner de l'argent. Il a envisagé de menacer la courtière si nécessaire, mais elle n'était évidemment pas une personne ordinaire, et il ne sert à rien de se faire des ennemis inutiles. Alors qu'il essaie de gagner sa vie honnêtement, une silhouette encapuchonnée dépose une demande d'emploi pour quelqu'un sans expérience. Ses yeux se dirigent vers elle, et la réceptionniste lui fait signe qu'il est également le candidat idéal. Oubliant les noms, il se présente comme le débutant qui vient de s'inscrire. Enlevant sa capuche, elle dit que sa demande est simple et dit qu'il doit juste assumer ses responsabilités pour une nuit. La demande de Léona prend les deux hommes au dépourvu, alors Van se détourne de la folle, tandis que le personnel lui suggère d'aller dans un bordel. Réalisant le malentendu, elle précise qu'elle cherche juste un escorte. Elle suggère d'écouter le paiement avant de partir, mais il déteste les employeurs fous. Un grand homme qui entend demande combien et on lui dit qu'elle offre 10 000 pièces d'or. Cela fait arrêter le porteur d'Azura. L'homme essaie de prendre le travail, mais elle ne peut pas embaucher un vétéran avec un visage bien connu. Il insiste à cause du paiement, et commence à prendre son bras de force. Les voix s'élèvent alors qu'il commence à s'agacer, mais le mercenaire minable reçoit l'ordre de ne pas la toucher par Van. Après tout, il ne peut pas saisir le corps de son précieux employeur comme ça. Des cris et des appels désespérés à la pitié ont résonné dans toute la forêt. Au milieu du village en flammes, un homme supplie qu'on épargne son fils mais en vain. Merkel, le chef des hommes, s'enquiert de leur travail précédent, qui consistait à enlever la fille de la famille Léon. On leur dit de choisir 3 de leurs meilleurs éléments et de se tenir prêts. Enfin, on leur dit de pendre un cadavre avec lequel il a joué et de partir juste après. Alors que le laquais commence à confirmer ses ordres, son corps se met soudainement à flotter et il demande s'il a fait quelque chose de mal. Ce n'est pas ça. Pendre une seule victime ne suffit pas à satisfaire Merkel, mais ce sera parfait s'il le dissèque et le pend à côté du premier. Encore une fois, des cris ont résonné dans la forêt sombre. Pendant ce temps, Van prenait de délicieuses bouchées de sa nourriture, laissant Léona visiblement perturbée. Après avoir écouté sa mastication, elle frappe du poing sur la table, frustrée. Ils sont maintenant dans un pub, et il demande si la nourriture ne lui convient pas. Se plaignant de tout cela, elle lui reproche également d'avoir utilisé le mercenaire comme chaise plus tôt. N'ayant pas non plus l'intention de s'asseoir sur lui, elle lui dit de laisser partir l'homme. Ils ont dû l'empêcher de battre le vétéran à mort plus tôt, mais cela a confirmé ses compétences à Léona. Encore une fois, elle lui dit d'arrêter de traiter les gens comme des objets, alors il passe aux détails du travail, y compris la distance à laquelle il doit l'escorter. Elle doit atteindre la frontière du royaume de Yuyana et peut en fait y arriver en une journée. Étant donné la récompense élevée, il soupçonne déjà que cela est lié à quelque chose de dangereux. Elle pourrait même être une descendante d'une maison puissante ou peut-être une fugitive. Évidemment prise, elle feint l'ignorance et dit qu'elle est juste un peu riche. Cependant, il continue de la presser, certain qu'il y a quelque chose de plus. Il disparaît immédiatement de son côté alors qu'elle menace d'embaucher quelqu'un d'autre. De retour à sa place, Van dit qu'il ne soupçonnerait jamais son précieux employeur, car partir plus tôt est mieux pour elle. Il suggère d'y aller tout de suite. Après tout, il ne voudrait pas gaspiller son temps précieux à attendre. Ils parviennent à un accord et atteignent les montagnes en un rien de temps. Avançant ensemble, ils atteignent rapidement la moitié de leur destination. Cela a été paisible jusqu'à présent, alors elle se demande si elle aurait dû embaucher un escorte en premier lieu. Il lui dit soudainement de s'arrêter, certain qu'il sent du mana à proximité. D'après les pas, les étrangers se dirigeaient rapidement vers eux. Il y avait 4 hommes qui sprintaient, et l'un d'eux était particulièrement gênant. Le sentant, Merkel dit qu'il est mauvais d'espionner et tire un rayon de la mort sur le sorcier. Il réagit rapidement et saute, emmenant Léona avec lui. Arrivé sur les lieux, on dit au laquais de capturer la cible vivante. En regardant les restes de l'explosion, Van dit que ce n'était probablement qu'un avertissement et que le vrai arrivait. Il tourne la tête en un instant et voit 3 ennemis, se jetant sur eux avec leurs lames dégainées. Les 2 premiers sont bloqués sans souci, mais un troisième se ferait un chemin à quelques centimètres de son employeur. Se souvenant de son travail, il dévie leurs armes et donne un coup de pied à l'homme qui a atteint son angle mort. Un seul coup suffit à le mettre hors d'état de nuire. Pendant ce temps, les 2 tentent une nouvelle fois d'attaquer, mais échouent, leur escorte s'éloignant avec leur cible. Mettant une distance considérable entre eux, Van se tourne vers Léona pour lui donner un ordre. À partir de ce moment, elle n'était en aucun cas autorisée à s'éloigner de son dos. Avec sa confirmation, il demande aux bandits qui ils sont. Ne lui offrant aucune réponse appropriée, ils lui disent simplement de la laisser derrière lui s'il veut partir. Il leur dit de laisser 10 000 pièces d'or en échange,
Ils ne parviennent donc évidemment pas à un accord. Les deux groupes s'affrontent, la lame et le poing échangeant d'innombrables coups en un instant. Van égalise parfaitement les deux malgré l'avantage numérique, mais les assaillants refusent de reculer si facilement. Il craignait qu'il ne soit un sorcier, mais pense à tort qu'il n'est qu'un morveux. En fait, il était juste prudent, mais il semble que cela était inutile pour des gens aussi stupides qu'eux. Il réduit l'écart en un instant et déchaîne une rafale d'attaque avant même qu'ils ne puissent réagir à ses mouvements. Un dernier coup de poing traverse leur corps, soulevant les arbres et atteignant les montagnes derrière. Il ne reste plus que les pieds plantés sur le sol où il se tenait. Comme prévu, ce ne sont que des clowns pour quelqu'un comme lui. Pendant ce temps, Léona ne comprenait pas comment il avait fait cela alors qu'il a l'air encore plus jeune qu'elle. Si son père le voyait, il serait probablement choqué et ravi en même temps. Merkel parle, disant que les lanceurs de runes jaugent souvent le mana de chacun, car la quantité correspond à la compétence. Van est surpris qu'il se montre alors qu'il pensait qu'il s'était déjà échappé. Le sorcier était curieux de savoir comment un enfant pouvait porter du mana comparable au sien. L'anatomiste fou est curieux de voir les splendides organes qu'il doit cacher. Il promet de le disséquer sans douleur. S'il livre la fille, ce qu'il rejette catégoriquement, Merkel lance un autre rayon mortel. Cette fois, Van appelle Léona et confirme qu'elle mentait en disant qu'elle était la fille d'un simple marchand. Son visage est rempli de peur alors qu'elle essaie de s'expliquer, mais il lui dit de garder ses excuses et la saisit par les vêtements sur son dos. Ne voulant pas l'écouter, elle se place entre lui et le rayon mortel. Elle hurle de terreur et le maudit en pleurant. Pendant ce temps, Merkel se rend compte qu'il était sur le point de tuer sa cible. L'expression de Van était tout à fait sérieuse, alors il a bougé son bras pour modifier la trajectoire de son attaque. Léona est replacée sur le sol, et elle tremble de peur en regardant le sol. Le rayon a modifié sa trajectoire juste au moment où il allait la frapper. Enragée, elle et le sorcier derrière elle hurlent sur Van, disant qu'elle a failli mourir. Il est censé être son garde du corps, mais il a presque causé sa mort lui-même. Pour tordre la direction dans cet instant fugace, Merkel a prouvé ses compétences dans la manipulation du mana. De plus, ses actions ont confirmé que son objectif est de capturer son employeur, et non de la tuer. Ignorant ses plaintes, il dit qu'il fermera les yeux sur son mensonge pour cette fois. On lui dit qu'il va la jeter et qu'elle est censée atterrir par elle-même et se cacher en toute sécurité. Lui assurant qu'elle ne va pas mourir, il lui empoigne le cou et la jette dans l'oubli. Merkel ne laissera pas sa cible s'échapper si facilement, alors il saute pour la poursuivre. Cependant, Van n'a pas l'intention de le laisser faire ce qu'il veut et saisit le sorcier par la cheville. Le tirant en arrière, il utilise l'élan et frappe l'ennemi directement au visage. Le barrage ne faisait que commencer et plusieurs autres coups ont été portés dans son corps. Il réussit tous ses tirs, mais Merkel tient étonnamment bon et rit. On aurait dit que tous les coups étaient bloqués par quelque chose de dur. Pour lui faire plaisir, l'ennemi dit qu'il attrapera la fille après l'avoir taillée en pièces. La rune artisanale en sa possession est la psychokinésie, qui manipule l'état physique d'un objet en utilisant le mana. Avec elle vient la capacité de décharger la puissance en une rafale instantanée, tout comme les rayons qu'il utilise. Il en lance un de manière préventive. Et tandis que Van esquive cela, il poursuit avec une attaque physique sur la cible distraite. Revêtu d'amélioration psychokinétique, son combat au corps à corps est considérablement fort. C'est au tour du détenteur d'Azura de tenir bon et de contrer avec ses propres coups. Esquivant une fois de plus, il retire son poing et utilise beaucoup de puissance pour déclencher une frappe. Tout comme précédemment, la rune crée un bouclier d'énergie qui bloque ses attaques. C'est une rune ennuyeuse en effet. Merkel dit que c'est inutile car leur qualité de rune est à des années-lumière, même si leur quantité de mana est similaire. Cependant, comme il est si compétent, le chef de gang lui offre un emploi avec une forte rémunération. Van partage combien Léona le paie, mais le maigre montant fait rire le chef car ils peuvent gagner autant rien qu'en frappant deux villages. Cependant, la révélation de ces actes irrite le porteur d'Azura. Merkel dit fièrement qu'ils font n'importe quoi sans poser de questions, tant qu'ils sont payés. Voyant Van sourire, il rit de joie, pensant que l'ennemi était sur le point de se transformer en un allié précieux. Cependant, le sorcier riait en fait de la façon dont il est pathétique de lui parler même. C'est ridicule qu'il ait une conversation avec de la vermine comme lui. Sachant maintenant mieux, il a décidé de le déchirer membre par membre jusqu'à ce qu'il soit méconnaissable. Le refus insolent de son offre généreuse met Merkel en colère, mais sa réaction est interrompue lorsque Van déchaîne une rafale de coups. Comme d'habitude, il semble qu'il n'y ait aucune chance qu'il perce le domaine de l'ennemi, mais cela ne l'empêche pas de continuer son barrage. D'innombrables frappes sont lancées sur la barrière, et bien qu'elle les arrête complètement au début, les dégâts s'accumulent bientôt. Après un certain temps, de petites fissures deviennent grandes, et de grandes fissures commencent à s'écailler. Finalement, le bouclier d'énergie s'est complètement brisé, laissant le lanceur complètement choqué par les pieds impensables. Alors qu'il se demandait comment c'était possible, Van a ciblé son bras et l'a mis en pièces. Des cris ont retenti, mais encore une fois, il est interrompu par un autre coup de poing, cette fois-ci à la poitrine. Le sorcier est envoyé voler sans la barrière qui le protège. Merkel était furieux et n'était plus intéressé par ses organes. Comme pris pour avoir méprisé sa miséricorde,
il rassemble son pouvoir et tire un rayon extrêmement puissant, lui disant d'être réduit en poussière. Avec cela, une énorme explosion traverse l'épaisse forêt. Cependant, malgré sa force suffisante pour raser des villages entiers, Van a tenu bon pour tout encaisser. Merkel s'est demandé comment c'était possible, certain que leurs niveaux de mana sont au même niveau. Il ne devrait y avoir aucun moyen pour lui de résister à sa psychokinésie. Répétant ces mots, Van traite l'arrogant sorcier d'imbécile et libère juste assez de mana d'Azura pour montrer l'énorme écart entre eux. Merkel tremblait, incapable de comprendre l'immense mana qui lui était lancé. Lassé de cela, le porteur de la ruine s'est précipité, prêt à envoyer son ennemi dans les profondeurs de l'enfer. Utilisant son premier armement, Van laisse son poing renforcé pleuvoir sur la cible, la taillant en pièces petit à petit jusqu'à ce qu'il enfonce le point d'annihilation profondément dans le ventre de l'ennemi. Il déchire son corps. Sans même lui laisser le temps de tomber, il s'enroule les bras dans des bandages, signalant la fin de la bataille. Alors qu'il s'éloignait, la zone derrière s'est effondrée tardivement à cause de l'impact, et le corps de Merkel a été éradiqué au niveau des particules. Ayant terminé cette affaire, il était temps pour Van d'aller chercher son cher employeur. Du pouvoir d'armer tout le corps avec des lames, de transcender le temps et l'espace, ou de déchirer la terre et de traverser les montagnes. Les runes sont des forces surnaturelles qui défient l'ordre divin de l'univers et dépassent les lois de la physique. Parmi toutes celles-ci, la rune d'Azura est considérée comme la pire de l'histoire. Et à cause des actions du garçon qui la manie, une nouvelle histoire commence à s'écrire sur le continent d'Atin. Marchant dans la direction où il l'a jetée, Van retrouve son employeur sain et sauf. Léona était toujours indignée et le réprimande de l'avoir jeté loin tout d'un coup. Cependant, elle ferme la bouche alors qu'il enfonce son poing dans l'arbre derrière elle, et dit qu'elle n'a pas été la personne la plus honnête pendant leur temps ensemble. Étant donné son hésitation, il laisse tomber et demande son paiement, car il l'a livré à destination. Il reçoit un sac de pièces d'or et commence à s'éloigner, mais elle l'appelle pour dire quelque chose. Encore une fois, elle ne dit rien alors il commence à partir. Elle aimerait l'emmener dans sa famille, mais elle ne peut pas entraîner un si jeune mercenaire dans la guerre. On ne peut rien y faire, peu importe à quel point c'est dommage de le laisser partir. Pour l'instant, elle doit retourner dans sa famille. À Nordia, Van arrive dans l'une des maisons d'Anna. Le voyant jeter un sac de pièces d'or, elle loue son efficacité et son travail rapide. Il a hâte d'avoir les informations, mais à sa confusion, le courtier dit qu'elle ne prendra que la moitié du montant. L'agacement commence à s'infiltrer, mais elle admet qu'elle n'a pas réussi à traquer que Zor car c'est une personne méticuleuse. Cependant, elle peut lui parler de lui et de quiconque pourrait savoir où il se trouve. Avec son acceptation, elle évoque le groupe de mercenaires nommé Thésée. C'est une organisation remplie de personnages louches et impliqués dans les crimes les plus louches. À la tête se trouve leur chef, Kessé. Ils sont devenus célèbres il y a 5 ans et sont maintenant assez influents pour dominer un petit royaume. Il est actuellement difficile de trouver leur base principale, encore plus l'endroit exact où se trouve leur chef. Heureusement, elle est la meilleure courtière en information du royaume et a localisé l'un des dirigeants de Thèse. Anna montre une affiche de Axa, caractérisée par une longue cicatrice sur son visage. C'est un assassin brutal né avec la rune de dissimulation et n'a jamais échoué à un assassinat. S'il fait partie des dirigeants du groupe, alors il pourrait savoir où se trouve le chef. Selon les informations qu'elle a recueillies, il se trouve à Valilda City, la capitale du royaume de Bugar. Là-bas se trouvait également la base du gang de Merkel. Cependant, elle était remplie de cadavres de membres et de l'odeur de carnage. Les tueries n'étaient pas encore terminées, et les survivants restants ont fait de leur mieux pour fuir pour sauver leur vie. Cependant, ils perdent la tête sans même connaître la cause de l'attaque. Axa se tenait là, disant qu'il faisait juste ce qu'on lui avait dit. Peut-être qu'ils sont punis pour avoir échoué dans la mission personnellement confiée par Kazur. Un homme se plaint qu'on ne leur a pas parlé du monstre protégeant Léona. Ils ont même perdu leur chef à cause de cela. Le sorcier s'excuse, disant qu'il ne s'attendait pas non plus à ce que Merkel soit vaincu par un mercenaire débutant. Tout leur gang était anéanti juste à cause d'une mission ratée. Axa suggère qu'ils considèrent cela comme une punition puisqu'ils ne sont de toute façon que des tueurs de bas niveau. Enragé, l'homme le maudit et signale aux autres survivants. À cet instant, un groupe de mercenaires s'est précipité pour encercler l'intrus. Utilisant la rune du toucher, qui crée une énorme main de mana contrôlable, le vieil homme rend Axa incapable d'agir. Avec cela, il était sans défense et libre d'être tué par les autres. Cependant, il s'excuse juste à l'avance. Le pouvoir de la rune le serrait fermement, c'est sûr, mais il a soudainement disparu de son emprise, et les membres du gang n'avaient plus de cible à atteindre. Soudain, l'utilisateur de la rune de dissimulation apparaît derrière le vieil homme. C'était fini avant qu'il ne puisse même réaliser ce qui venait de se passer, et il ne pouvait que maudire impuissant alors qu'il était coupé en morceaux en un instant. La nuit se calmant une fois de plus, un homme à l'extérieur demande à Axa s'il s'est occupé de tout. L'assassin lui jette à peine un coup d'œil et lui dit de vérifier personnellement si ce n'est pas déjà évident. Puisqu'il est sûr qu'il n'y aura de toute façon aucun problème, l'homme masqué partage que le tueur de Merkel fait l'objet d'une enquête et donne quelques descriptions. Comprenant vite, Axa confirme que le mercenaire sera sa prochaine cible.
Son esprit vif est la raison pour laquelle Kessé ne le laissera pas partir. Avec cela, le messager disparaît pour rapporter le succès de la mâchoire du chevalier. Laissé seul, l'assassin allume une cigarette et se prélasse au clair de lune, pensant aux caractéristiques de sa cible. D'un autre côté, Van entendait parler de Axa pour la première fois. Son emplacement était proche, et maintenant il a juste besoin du nom de la personne qu'il va cibler ensuite. La taille de la direction de Taz augmente de jour en jour avec le nombre de personnes sur sa liste de personnes à tuer. Au fond demande à Maggie s'il existe un moyen de sortir de leur situation. Devant eux se trouvait un monstre colossal, un monstre qui pouvait dévorer des villages en quelques instants. La bête les regardait avec des yeux vides mais terrifiants. Sans aucune idée de la façon de s'échapper, les deux enfants commencent à paniquer. D'autant plus lorsque la créature rugit et se jette sur eux, ouvrant la gueule dans son corps. La mort était inéluctable et tout ce qu'ils pouvaient faire était d'attendre qu'elle vienne. Juste à ce moment-là, quelque chose a jailli du sol, détruisant le sol en dessous, brandissant son poing haut dans le ciel. Van vise et lance son point d'annihilation directement à travers le corps du monstre. La lumière dans ses yeux disparaît, piétiné à mort par l'attaque. Ses entrailles tombent sur les enfants en dessous, et le reste de son corps suit bientôt et s'écrase au sol. Le trou qui a explosé à travers sa poitrine était assez fort pour séparer sa partie supérieure et inférieure. Van, de retour au sol et portant sa cape, confirme que les enfants vont bien. Puisque la zone est infestée de monstres, il suggère qu'ils partent tout de suite. Il demande comment il pourrait un jour le rembourser, mais il dit qu'ils n'ont pas à s'en soucier. Refusant de laisser tomber, il propose de lui offrir un repas, partageant que leur magasin était à proximité. Il refuse à nouveau, ajoutant qu'il cherche également un magasin dans le coin. Offen demande le nom, disant fièrement qu'ils connaissent tous les magasins du coin. Dès qu'il dit qu'il se dirige vers une taverne appelée le Chevalier Bleu, les deux se redressent car ils semblent étonnamment chercher leur magasin. La fille est cuisinière à la taverne, et le petit garçon avec elle est son petit frère. Il le regarde avec des yeux brillants et demande son nom, mais son regard est bien plus profond et sombre. Sans s'en soucier, les enfants lui disent de les laisser montrer le chemin. Assez vite, ils arrivent au Chevalier Bleu à la périphérie du royaume. Un garçon nommé Haru les attendait à l'entrée et a demandé ce qui avait pris si longtemps. Offen raconte qu'ils ont croisé un monstre en chemin, ce qui a provoqué une vive réaction de leurs amis inquiets. Elle ajoute qu'ils ont été sauvés par une personne aimable et tourne la tête pour appeler Van. L'énergie inquiétante s'échappait de cet homme étrange, mais elle l'a présenté d'un ton joyeux. Puisqu'il est venu jusqu'ici à la recherche de leur boutique, ils l'ont fait entrer. La taverne avait l'air bien entretenue à l'intérieur, et il demande si les enfants gèrent l'endroit tout seuls. En fait, ils vivent juste là. Bien qu'Offen travaille comme cuisinière la plupart du temps. Comme il l'a probablement remarqué, ils ne sont pas une vraie famille et viennent tous de différents royaumes. Leurs histoires sont familières, avec Lily et Ain qui ont perdu leurs parents pendant la guerre, le village de Haru détruit par des monstres et Maga orphelins à cause de mercenaires maléfiques. Ils auraient dû mourir il y a longtemps, mais un homme les a amenés là et les a pris sous son aile. La mention d'un homme alerte Fan. C'est le véritable propriétaire de la boutique et leur premier sauveur. Puisqu'il dort probablement encore, Offen décide de le réveiller et demande à leur invité de prendre un repas pour le moment. La petite fille monte les escaliers en trombe, prête à gronder le propriétaire pour avoir dormi. Comme prévu, elle entre dans sa chambre et le voit somnoler, demandant même quelques minutes de plus lorsqu'on le réveille. D'un ton sérieux, elle raconte que Maga et elle ont failli être tués par un monstre. Cela fonctionne et incite l'homme à se redresser brusquement, demandant avec inquiétude s'ils sont blessés de quelque manière que ce soit. Heureusement, ils ont été sauvés par quelqu'un qui était en route vers leur boutique. Cela dit, le prêtre familier se lève pour saluer la personne qui a sauvé ses enfants. En descendant les escaliers, il est conduit vers l'homme à capuche assis au milieu de la taverne. Il le remercie sincèrement d'avoir gardé les enfants en sécurité. Van insiste sur le fait que ce n'était qu'un coup de chance, mais malgré tout, cela s'avérait être un tournant assez intéressant. Après tout, l'homme ressemblait beaucoup à la personne qu'il recherche. Axa a rendu son regard démoniaque avec un regard froid et glaçant. S'étant reconnu, il prend place en disant qu'il n'est qu'un simple propriétaire d'auberge. L'invité fait le premier pas, en disant que le chef, là-bas, est connu pour être un cuisinier fantastique. Ce doit vraiment être une source inattendue. Mais puisqu'il a déjà été tenté, il aimerait voir leurs compétences culinaires par lui-même. Paxa dit que les enfants deviennent turbulents quand il est dans la cuisine et finiraient par être une distraction. Si c'est ce qui l'inquiète, Van suggère de prendre un repas demain avant le lever du soleil. Puisque les enfants dormiront alors, le propriétaire de la taverne accepte la demande. Établissant un accord discret, les deux décident d'aller se coucher tôt. On dit à Offen de montrer la chambre à l'invité, elle est surprise qu'il se soit rapproché si vite. Ce n'est rien de trop artificiel. Après tout, ils sont faits du même moule et se comprennent instinctivement. La nuit tombe bientôt et Van est escorté dans une chambre chaleureuse et confortable. Avant que la fille ne parte, l'invité l'appelle sans se retourner pour la regarder. D'une voix lasse et sévère, il lui dit de ne pas le remercier car il ne l'a pas sauvé exprès. C'est étrange car le prêtre lui a dit exactement la même chose quand il l'a sauvé. Avec cela,
elle l'encourage à profiter de la nuit et ferme la porte. La lune est haute dans le ciel et une silhouette solitaire se tenait devant la porte du visiteur solitaire de la taverne. Avec une lame acérée autour de son bras, Oxa entre dans la pièce et trouve Van endormi sur le lit. Silencieusement et rapidement, il enfonce l'arme vers la tête de sa cible. Cependant, la lame acérée est toujours attrapée à main nue. Le dirigeant de thé est décontenancé, mais son ennemi ne perd pas de temps et le renvoie d'un coup de poing. Bien éveillé et concentré, le porteur de la ruine dit qu'il attendait que le prêtre vienne. Dans la pièce sombre, Oxa appelle quelqu'un et rapporte que le tueur de Merkel était dans sa taverne. Un autre membre du groupe est content et lui dit de l'invoquer là-bas en utilisant la formation. Puisque cela pourrait alerter l'ennemi et l'inciter à fuir, l'aubergiste décide de le piéger d'abord. Acceptant la proposition, l'allié dit qu'il attendra. Maintenant, Van le critique pour avoir élevé des enfants comme un tuteur, mais pour avoir tué des gens dans l'ombre. Ne se souciant pas de ses excuses, il exige de savoir où se trouvait Caesar à cet instant précis. Axa est surpris, ne s'attendant pas à ce qu'il en sache déjà autant sur Thèse. Quoi qu'il en soit, il ne peut pas simplement révéler leurs informations à un ennemi. Dépliant ses bras, Van se prépare à se battre et est impatient de voir à quel point il sera loyal après que ses membres auront été pris par un. On lui donne une dernière chance de faire marche arrière et de faire comme si de rien n'était, mais le mercenaire a déjà essayé de le tuer une fois. Puisqu'il ne semble pas y avoir d'échappatoire, Axa sort un morceau de papier de sa poche. La formation s'active et la pièce est recouverte d'inscriptions lumineuses et vivantes. Pris au dépourvu, Van ne réagit pas assez vite et est transporté dans un autre endroit. Avec un coup d'œil rapide, il était évident qu'il était dans une cale, où la seule issue était vers le haut. L'ennemi veut évidemment le piéger. Il a déjà entendu parler de formation de Partel. Les pouvoirs de la runique sont inscrits dans des lettres ou des images et peuvent être activés en y versant du mana. Cela dit, l'ennemi qui l'a amené là était introuvable. Soudain, un coup tranchant lui a coupé le visage sans aucun avertissement. Van est surpris, ne s'attendant pas à ce qu'une lame de mana l'attaque. Une rafale de coups arrive sur lui, et il est forcé de reculer devant un ennemi invisible. Gagnant un peu de distance, il plante ses pieds pour charger et se précipite pour frapper dans la direction d'où venaient les attaques. Rate et finit par casser le mur, toujours incapable de comprendre pourquoi la présence a disparu à nouveau. Axa apparaît derrière lui, avertissant le sorcier de ne pas tourner le dos sur un champ de bataille. Le gant de mana acéré est balancé directement sur sa tête. Heureusement, les réflexes rapides de Van lui permettent d'esquiver avec seulement une petite blessure. Cela dit, c'était une mauvaise situation, et il serait perdu si cela continuait. Il met une grande distance entre eux pour récupérer. Sentir l'ennemi à l'œil nu n'était pas une option, et même le son n'était pas fiable. La runique d'un haut dirigeant est en effet formidable. Pendant ce temps, Axa observait d'en haut de la grotte, fixant sa cible avant d'attaquer. Maintenant armé de 2 gantelets de mana, il lance sa rune de dissimulation et efface sa présence. Il s'est lancé et a enfoncé son arme dans le sol, mais Van s'est enfui à temps. Dans une grotte étroite et sombre, esquiver les attaques est déjà un défi en soi. Cependant, localiser son ennemi disparu n'a fait que rendre les choses encore plus difficiles. Cela dit, il semble assez bien s'en sortir avec toutes les esquives. Le sorcier a trouvé une ouverture, et il était enfin temps de contre-attaquer. Il s'est précipité avec une vitesse fulgurante. Axa se tenait là, figé et choqué que son ennemi fonce sur lui avec précision. C'est impossible, mais Van verrouille parfaitement ses mains autour de la gorge du dissimulateur, s'assurant qu'il ne s'échappe pas. Cacher son corps ne l'aidera pas, car son mana était toujours clair comme le jour pour le porteur d'Azura. Le deuxième armement est l'œil de la vérité, qui permet à l'autre de percevoir même le mana le plus faible. Comme il a été complètement pris au dépourvu, Axa est enfoncé dans le sol, face la première. L'onde de choc de l'impact brise le sol dur. En 40 ans en tant qu'assassin, il n'est que le deuxième lanceur de runes à le trouver avec du mana uniquement. Van demande où est Kessé, mais le prêtre demande juste ce qu'il pensait de ses enfants dans la taverne. Serrant son bras avec agacement, le porteur de la ruine tient sa promesse et arrache son membre avant de poser à nouveau sa question. Étonnamment têtu, Axa révèle qu'il a massacré d'innombrables personnes à cause de Kessé. Van perdait rapidement patience et menace d'arracher un autre bras s'il continue. Cependant, le dirigeant ne peut pas encore mourir, du moins pas avant d'assurer la sécurité des enfants. Il s'excuse auprès de son adversaire à l'avance et dévoile un autre morceau de papier. Le papier de formation brillait de puissance lorsqu'il est activé par son mana. Avec ceci, Van est envoyé voler en arrière avec l'entrée d'un autre mercenaire de Thésée. Il recule, et le nouveau venu débordait de puissance, disant qu'il avait enfin trouvé le tueur de Merkel. Malheureusement pour lui, le dieu démon a finalement perdu patience d'avoir sa conversation importante interrompue par un intrus impoli et indésirable. Van revient en arrière, mais pas avant d'être coupé assez profondément. L'homme masqué remarque les cicatrices noires sur le cou et les yeux du jeune homme et conclut que c'est la personne qui a tué Merkel. Axa avertit Gitan d'être prudent car Van a pu le détecter avec de la magie. Van pointe du doigt le dirigeant de Thésée nouvellement arrivé et demande s'il répondra à ses questions. Axa mentionne que Van avait posé des questions sur l'emplacement de Kerouac.
Guettin commence alors à retirer son masque et dit qu'il n'y a personne qui répondra aux questions de Van. Van voit que parler ne mènera nulle part et se précipite immédiatement en avant. Guettin se tient calmement avec sa bête multi-yeux derrière lui. Van se prépare à attaquer et le monstre serre le poing pour le rencontrer. Leurs mains se rencontrent dans un puissant impact. Van remarque alors l'assassin de retour sur ses pieds courant derrière lui. Il balance son arme et la bête frappe vers le bas, mais Van saute hors du chemin. Il charge ensuite son poing et donne un coup puissant au monstre. La bête lève son bras, mais Van dit que le bloquer n'est pas une bonne idée. Son attaque est si puissante qu'elle déchire les défenses du monstre, le vainquant ainsi. Il atterrit avec agilité, puis se précipite à nouveau sans hésitation. Gitan est impressionné que Van ait pu atteindre une telle puissance à un si jeune âge. Il utilise ensuite son pouvoir pour ouvrir plusieurs portails d'où de nombreuses bêtes se déversent. Il possède le glyphe d'invocation, lui permettant de stocker et de récupérer tout ce dont il a besoin d'une autre dimension. Van est surpris, mais se dit que cela n'a pas d'importance s'il les renverse tous. Axa, cependant, saisit cette chance pour taillader les jambes de Van, notant qu'il a baissé sa garde. Le jeune homme est laissé momentanément sans défense, et la bête s'écrase sur lui. Il s'entasse sur lui, le piégeant en dessous. Gitan note que le poids d'une seule bête suffirait à écraser n'importe qui et se demande s'il a un glyphe d'amélioration corporelle. Van dit que c'est lui qui pose les questions et exige des réponses. Le dirigeant de Taez est impressionné par la personnalité fougueuse et décide qu'il fera de Van un assassin de Taez. Mais d'abord, il le transformera en esclave. Il active son autre compétence, le glyphe de l'apprivoisement. Il infiltre le monde spirituel de l'adversaire, détruit son ego et en crée un nouveau que le lanceur désire. Van est surpris que le dirigeant ait deux glyphes. Gitan place ensuite ses mains sur la tête du jeune homme et commence le processus. Il est surpris de se retrouver, cependant, dans un royaume sombre et se demande s'il est à l'intérieur de l'esprit du jeune homme. Avec le glyphe de l'apprivoisement, il avait créé d'innombrables bêtes. Cette tentative n'a jamais échoué. C'est pourquoi Gitan croyait que peu importe la puissance d'un sorcier, il réussirait. Cependant, il ne connaissait pas Van. Le paysage mental du garçon était sombre et rempli de créatures à l'air féroce. Van avait vécu avec une détermination acharnée pour la vengeance. Guettin regarde avec crainte la monstruosité devant lui. Dans le gouffre profond et sombre de l'agonie, le paysage mental du garçon s'était transformé en quelque chose d'impensable. Les créatures se précipitent tout en avant, entourant le dirigeant terrifié. Elles le submergent et enroulent leurs tentacules sur lui. Il crie de peur et se réveille dans le monde réel, sa compétence n'ayant pas fonctionné. Van le regarde et dit qu'il ne peut pas lui permettre de jeter un coup d'œil dans l'esprit de quelqu'un comme ça. Guettin regarde avec incrédulité alors que Van sort sa main et frappe le dirigeant. Guettin crie de douleur car son bras droit a été complètement sectionné. Le sang jaillit alors que Axa regarde sous le choc que le lavage de cerveau a échoué. Van, pendant ce temps, soulève toutes les bêtes et les lance ensuite comme des balles. Il plante ses pieds profondément dans le sol et frappe les monstres alors qu'ils retombent. Son coup de poing crée une puissante explosion qui déchire les bêtes et vole directement vers le plafond. Nous voyons le chevalier bleu alors que l'onde de choc secoue le bâtiment et le sol. Axa et Gédon sont envoyés voler et se sont écrasés de nouveau sur le sol. Van marche vers eux et voit que le dirigeant ne pourra pas donner de réponse. Il regarde ensuite Axa, qui s'éloigne désespérément en rampant. Il l'attrape par les cheveux et lui donne une dernière chance de lui dire où se trouve Kézar. Axa reste silencieux et Van le laisse tomber. Il se prépare alors à le faire parler, mais les enfants accourent en criant à Van d'arrêter. Il s'interpose et demande à Van de ne pas tuer Axa. L'assassin blessé demande ce qu'ils font pendant que les enfants continuent de supplier pour sa vie. Van répond qu'il ne l'a pas encore tué, bien qu'il puisse mourir pendant l'interrogatoire. Il leur dit ensuite de s'en aller où il pourrait les tuer aussi. Haru charge alors par derrière et percute Van, qui n'est pas affecté, et crie souvent d'inquiétude tandis que la sueur coule sur ses joues. Van demande si le petit garçon ne va pas lâcher prise, mais Haru s'accroche, lui demandant de les laisser tranquilles. Akusa dit faiblement aux enfants de s'enfuir, mais il refuse de le faire. Van, pendant ce temps, commence à s'agacer et projette Haru au loin. Il se tourne ensuite vers le garçon et prend une position de combat. Le visage de Hoffan est maintenant ravagé par la terreur. Van regarde Haru avec ses yeux froids et impitoyables et dit sans pitié qu'il tuera d'abord le pauvre garçon. Haru se recroqueville de peur, mais juste à ce moment-là, Gitan reprend conscience et lance une invocation. Van détourne son attention. La salle d'invocation se connecte à un sous-espace relié à une autre dimension, permettant à l'utilisateur de stocker et de libérer ce dont il a besoin. De longs tentacules apparaissent et se dirigent droit sur Van tandis que Gitan regarde avec colère. Le jeune homme est surpris que le dirigeant soit toujours en vie. Il se prépare à l'impact, mais à sa grande surprise, les tentacules passent juste à côté de lui. Tous les enfants lèvent les yeux et sont choqués de voir que l'attaque leur est en fait destinée. Certains essaient de courir, mais tous, y compris Axa, sont brutalement transpercés. Van plante alors ses pieds et jaillit en avant dans un sprint. Il semble être trop tard, cependant, car Gitan se place déjà à l'intérieur du portail. Van frappe mais n'attrape que de l'air. Il sent un peu de résidu du portail dans ses mains et semble penser à quelque chose. À l'intérieur de l'autre dimension,
Guettin est satisfait puisqu'il a tué les enfants et Axa. De cette façon, aucune information sur Sir Casey ne fuira. Il rumine ensuite sur le fait qu'il a beaucoup souffert, sans encore se rendre compte que quelqu'un est également entré dans la dimension. Il se dit qu'il doit immédiatement faire son rapport à Casey. Alors que nous voyons Van forcer le portail à s'ouvrir et à le traverser, Guettin se retourne lentement, la peau frissonnant de peur. Il demande comment le jeune homme a pu entrer dans sa dimension. Van répond qu'il y avait une minuscule fissure qui a été laissée derrière. Juste avant qu'il ne se ferme, il l'a injecté de sa magie et l'a déchiré de force. Son visage et son aura sont purement démoniaques lorsqu'il déclare qu'il en a marre des dimensions. Il place sa main sur la tête de Guettin et dit qu'il ne le tuera pas encore car il a beaucoup de choses à lui demander. Il dit ensuite qu'il le ressortira dans environ un mois, il devrait donc s'accrocher un peu. La tête de Van se transforme alors en de nombreux visages grotesques, tous criant d'agonie. Il utilise l'outil de malédiction, la poche de la gourmandise. Il dévore les créatures dotées de pouvoirs magiques. Une langue massive attrape Guettin et commence à le tirer à l'intérieur. Il hurle de terreur, suppliant de ne pas être renvoyé dans le paysage mental infernal de Van. Les supplications tombent dans l'oreille d'un sourd et il est tiré à l'intérieur, où de nombreuses âmes affamées l'attrapent et le griffonnent. Le visage déformé de Van rétrécit alors lentement pour revenir à la normale. Dans l'autre dimension, les corps des enfants restent au sol. Van traverse le portail et déclare que l'utilisation du gluten dans sa poche consomme beaucoup de mana. L'utiliser même une seule fois est risqué. Il se laisse tomber à quatre pattes pour reprendre son souffle, puis jette un coup d'œil autour de lui. Il voit que tout le monde est mort. Il se lève, satisfait d'avoir mis en sécurité un otage qui peut lui donner les informations nécessaires. Mais d'abord, il devra récupérer son pouvoir magique. Axa, cependant, est toujours en vie et l'appelle pour qu'il attende. Il a pu protéger Ophan avec son corps et dit qu'elle peut encore être sauvée. Il lève les yeux vers Van. Des larmes coulent sur son visage alors qu'il supplie le jeune homme de la sauver au moins. Van regarde en arrière et semble un peu surpris et incertain de ce qu'il faut faire. Deux hommes mystérieux se trouvent sur le terrain où Axa est mort et en quête. Ils ont également trouvé le bras démembré de Vergitan et ont déterminé que leur mystérieux ennemi est quelqu'un d'assez fou pour s'en prendre à deux dirigeants de Tess. Mongo, le plus grand, dit à Tomo qu'il peut encore sentir le faible parfum de l'attaquant. Tomo matérialise des soldats avec son pouvoir et leur ordonne de faire rapport à Casey sur ce qui s'est passé, ordonnant également à Mongo de continuer à traquer leur cible. Tomo regarde le cadavre de Hox et pense à la façon dont sa mort est pathétique. Le lendemain, Ophan se réveille dans une grotte. Van est avec elle, alors elle lui demande ce qui est arrivé aux autres enfants. Il l'informe qu'elle est la seule à avoir survécu. La fille ne peut pas l'accepter et accuse l'homme de se tromper. Il insiste pour y aller afin qu'elle puisse encore les sauver. Van répond froidement qu'il a déjà enterré les corps des enfants. Ophan hurle de déni et demande à Van pourquoi il ne l'a sauvée qu'elle. Elle lui crie dessus et lui dit qu'il aurait dû la laisser mourir. Van lui assure qu'il ne l'a sauvée que parce qu'il avait besoin d'elle. Il se souvient avoir demandé à Axa pourquoi il devait sauver Ophan alors qu'elle finirait par être déchirée par des monstres ou tuée par des bandits. Axa lui a dit qu'Ophan connaissait des informations sur Kezur et Taez, ce qui a intrigué Van. L'homme mourant supplie Van de la prendre vivante et de l'emmener dans un village où elle pourra être en sécurité. Van a demandé ce qu'il devait faire si Ophan s'avérait ne rien savoir sur Kezur. Axa a répondu qu'il pouvait la tuer si c'était le cas. Van a accepté de la laisser vivre. De retour dans le présent, Ophan est toujours désespéré, traitant sa culpabilité de survivante. Van l'attrape par le cou et la soulève. Il exige qu'elle lui dise tout ce qu'elle sait sur Kezor. Ophan lui dit que Kezor est très probablement dans le royaume de Barkan puisqu'il se dirigeait vers le royaume sur une commission de son roi, la dernière fois qu'il a rencontré Axe. Van demande à quoi ressemble Kezor. Ophan dit que son apparence changeait à chaque fois qu'il le voyait et pense que ça doit être à cause du pouvoir. Il lui demande si elle sait quelque chose sur le pouvoir de Kezor. Ophan répond qu'elle ne sait pas grand-chose, sauf qu'il est un sorcier né avec 3 types de magie si rares que seule une poignée d'entre manie cette magie sur le continent de Tin. Van reconnaît que cela s'avérera problématique. Il lâche le coup d'Ophan et lui dit qu'elle doit lui dire le reste de ce qu'elle sait en cours de route. Il l'informe qu'il a conclu un accord avec Axa pour qu'il l'escorte jusqu'à un village sûr. Ils marchent ensemble jusqu'à ce qu'Ophan aperçoive la lumière de la sortie. La première chose qu'elle voit à l'extérieur, ce sont des piliers de pierre placés sous une colline de pierre. Van l'informe qu'il a enterré les enfants sous les pierres, car seule une tombe comme celle-ci éloignera les voleurs et les monstres. Il dit qu'il a fait la tombe avec soin parce que les enfants n'avaient commis aucun péché. Il autorise Ophan à faire ses derniers adieux. Ophan marche jusqu'au mur de pierre et s'y appuie tout en versant des larmes. Elle se souvient du jour où Kezar a rendu visite à leur famille et a battu Aska à moitié à mort pour s'être enfui de Taès pour s'occuper des enfants. Axa a imploré Kezar de lui pardonner et lui a demandé d'épargner les enfants. Kezar lui a dit que ses devoirs avaient été doublés et qu'il n'épargnerait les enfants que s'ils ne s'enfuyaient plus jamais. Une fois Kezar parti, souvent demandé à Axa s'il allait bien. Aska a étreint tous ses enfants et a promis qu'il les protégerait toujours. Les enfants pouvaient sentir la mauvaise odeur d'Axe à cause de la raclée, ce qui a fait rire la famille de joie. Asuka a construit l'auberge du Chevalier Bleu peu de temps après.
Ils ont passé des jours à vivre en famille. Le souvenir hante Hoffin qu'elle gratte le mur de pierre avec assez de force pour faire saigner son doigt. Ses yeux sont remplis de rage alors qu'il continue de pleurer. Elle demande à Van s'il a l'intention de tuer Casey, et il dit qu'il le fera. Elle exige qu'il l'emmène avec lui afin qu'elle puisse réduire en poussière le cadavre de l'homme après qu'il l'ait tué. Van la regarde avec contemplation. Plus tard, Mongo et Tomo ont déjà trouvé la tombe, et Mongo rapporte qu'il a déterminé à partir de l'odeur laissée que leur agresseur était ici il y a seulement quelques heures. Tomo est excité à l'idée de rencontrer bientôt leurs ennemis, et il est tout excité. Il y a un manoir. À l'intérieur, un homme nommé Surfé monte les escaliers vers une porte et frappe à la porte. Il entre dans la pièce où se trouve Casey et dit qu'il rapportera ce qu'il sait immédiatement. Casey est allongé nonchalamment près de la fenêtre et est enveloppé de ténèbres, ce qui dissimule son apparence. Il dit à Surfé qu'il est déjà au courant de l'échec de Merkel. Casey lui ordonne de dire à Mongo et Tomo de trouver rapidement le coupable. Surfé demande s'il doit intervenir personnellement pour résoudre le problème, mais Casey dit qu'il n'y a aucune raison pour qu'il fasse un geste. Casey dit qu'il se rendra au royaume de Barkan et lui laissera toutes les questions triviales. Surfé répond qu'il comprend. Casey est accueilli au château royal du royaume de Barkan. Il est conduit à la salle du trône où le roi et ses soldats sont là pour le saluer. Le roi lui demande s'il a géré ce qu'il lui a demandé. Kézar répond qu'il a éliminé les meilleurs sorciers du royaume d'Iran comme il l'a demandé. Il ne demande que le paiement promis. Le roi lui dit avec un sourire malicieux qu'il y a un problème. Il explique qu'il ne peut pas permettre au monde de savoir que le royaume de Barkan a fait appel à un mercenaire notoire réputé pour ses œuvres viles. La porte d'entrée derrière Kézur se ferme. Le roi affirme qu'il n'a jamais promis de le payer depuis le début. Kézar rit aux éclats de la situation. Le roi pense qu'il est devenu fou parce qu'il est si près de la mort. Kézar admet qu'il était trop complaisant et se rend maintenant compte que le royaume est bien trop fauché pour le payer au départ. Le roi l'avertit qu'il ne peut pas leur résister puisque 30 des meilleurs sorciers de Barkan l'ont encerclé dans la salle du trône. Une lumière verte brillante brille soudainement à travers les fenêtres. Dehors, le ciel brille en vert. Une statue géante éclipsant le château tombe alors du ciel. Sa lumière vive anéantit le roi et ses disciples à l'intérieur du château en poussière. Beaucoup d'entre eux essaient de s'enfuir, mais la lumière est si accablante qu'elle efface tout le casting en morceaux. Kézer se trouve sur le terrain où se trouvait le château. Son subordonné lui rapporte qu'il ne reste plus rien du château où qu'il aille. Kézer dit qu'il l'a fait intentionnellement de cette façon parce que le faire moins est quelque chose qu'il n'appelle pas beau. Le subordonné propose d'emmener son seigneur où il veut aller. Kézer répond qu'ils veulent qu'il marche à la place car il regarde le ciel et pense que c'est une belle journée. Hoffin dit à Van de l'emmener avec lui, voulant se venger de Kézor. Voyant qu'elle n'est pas dans son bon esprit, Van refuse de la prendre, mais elle insiste, affirmant qu'elle ne peut pas vivre en paix après ce qui s'est passé et ne rien faire à ce sujet. Le mercenaire lui dit qu'il n'a pas l'intention de la protéger, et si jamais elle se met en travers de son chemin, il devra la tuer lui-même. Hoffin accepte ses conditions et le suit jusqu'au royaume de Varkan. Cette nuit-là, alors que les deux continuent leur voyage, la présence d'ennemis apparaît, les observant de près. Mongo et Tomo, deux des laquais de Kaisor, prévoient de capturer Van et de l'offrir à leur chef, y voyant une occasion de remercier l'homme qui les a accueillis. Mongo est d'accord, jurant de faire tout ce que son frère veut. Avec cela, les deux frères décident de les suivre et d'attendre une chance d'anéantir Van. Pendant ce temps, Hoffen et Van passent 3 fois le même arbre et s'arrêtent net. Ils sont sûrement perdus dans les bois et Hoffen se souvient d'une histoire sur une forêt mystérieuse que son oncle Oxa lui racontait quand elle était jeune. La chaîne de montagne où se trouve le chevalier bleu était le nid d'une bête démoniaque dans les temps anciens, et l'entrée de ce nid est appelée la forêt de mort. Une fois que vous entrez dans la forêt, vous ne pouvez plus jamais vous échapper. Van trouve l'histoire absurde, mais Hoffin insiste sur le fait que c'est possible et que d'innombrables bêtes démoniaques vivent dans la forêt de mort. Juste à ce moment-là, l'arbre devant eux se transforme soudainement en une bête démoniaque et se jette pour les dévorer. Van attrape immédiatement Hoffin et la jette hors du chemin, la sauvant de l'attaque du monstre. Il donne ensuite au démon un coup de poing puissant, le déchirant en une seule fois. Il incline ensuite la tête vers Hoffin, disant à la jeune fille que si elle veut survivre, elle doit bien se cacher. Une autre bête démoniaque apparaît et Van commence à la combattre aussi. Tout au long de la nuit, il combat plus de bêtes démoniaques, en anéantissant l'une après l'autre jusqu'à ce que le soleil se lève. Après s'être assuré que tous les monstres sont vaincus, il appelle Hoffin qu'elle peut maintenant sortir de sa cachette. Cependant, il trouve étrange que son mana soit consommé plus sévèrement que d'habitude. On dirait que la forêt aspire son mana. Il commence alors à avoir des hallucinations et se demande ce qu'est réellement la forêt. Soudain, il sent une présence derrière lui et est choqué de voir Tomo, qui lance immédiatement une attaque. Il l'esquive à la dernière minute et essaie de maîtriser l'homme, mais son corps est lentement vidé de sa force à cause des hallucinations. Tomo, le mercenaire de guerre du groupe Taez, dit à son adversaire qu'il n'aurait pas dû gaspiller son précieux mana. Van tente de riposter, mais échoue. Le trouvant faible, Tomo sous-estime le pouvoir que détient son adversaire et le traite de pathétique. Van est évidemment désavantagé. Et alors que Tomo continue de se moquer de lui, son frère Mongo apparaît derrière et lance une attaque surprise contre Van, l'envoyant voler de l'autre côté de la forêt.
Pendant ce temps, Ofen est assommé et jeté inconscient sur le côté par Mongo. Alors que les frères parlent de la façon dont il s'amuserait avec elle plus tard, Van lutte avec son faible mana. Tomo lui dit qu'ils avaient initialement reçu l'ordre de simplement observer et les suivre depuis l'ombre, mais il a refusé de faire cela parce que cet ordre ne s'applique qu'aux faibles subalternes et qu'ils ne sont rien de tel. Mongo est d'accord avec son frère, ajoutant qu'ils doivent venger leur camarade mort aux mains de Van. Le sorcier bondit pour une autre attaque, mais son adversaire est assez rapide pour la bloquer. Mongo contre-attaque alors pour son frère et lance un puissant coup de poing vers Van, l'envoyant au sol une fois de plus. Voyant cela comme une opportunité de le malmener, Mongo charge à nouveau avec une vitesse incroyable, ignorant que Van attend juste sa chance de lui tendre une embuscade. L'homme bondit et est sur le point d'attaquer son adversaire, mais Tomo apparaît et donne un puissant coup de pied, le rendant immobile. Il y a longtemps, il existait une tribu qui semait la peur à travers le continent, une tribu connue sous le nom de ceux parfaitement armés ou les cataphractes. De leurs ancêtres à la génération actuelle, chaque membre de cette tribu porte deux marques, la marque de l'armure et la marque du poing. Les sorciers de la marque de l'armure peuvent bloquer toute attaque entrante, tandis que les sorciers de la marque du poing peuvent écraser la gorge d'un ennemi d'un seul coup. Ensemble, ils incarnent la défense et l'offensive ultime, un bouclier qui peut tout bloquer et une lance qui peut tout percer. Cet équilibre mortel est la façon dont les cataphractes ont gagné leur titre redoutable de ceux parfaitement armés. Mongo continue son assaut sur Van jusqu'à ce qu'un homme vêtu d'une armure arrive et lui ordonne de s'arrêter. Tomo, sous sa forme blindée, l'un des exécutifs redoutés de Ta, regarde Van avec déception. Il s'attendait à plus de force de la part de l'homme qui avait capturé sans effort deux de leurs camarades. Enfermé dans son armure spéciale qui protège complètement son corps, Tomo dégage une aura écrasante de puissance et de contrôle. La forêt continue de drainer le mana de Van, et l'utilisation de sa technique du point de destruction le met à sa limite. Utiliser une arme qui consomme sa durée de vie n'est pas idéal, mais comme son mana s'épuise, il n'a pas d'autre choix. Tomo commence à se fâcher et ordonne à son frère de achever le sorcier et de ne laisser que sa tête, disant qu'il la présentera bientôt à Kessé. Mongo est d'accord avec son frère, mais en entendant le nom de Kaiser, Van comprend qu'ils sont membres du groupe de mercenaires Tési. Avec cela, Van commence à se déchaîner, disant aux frères qu'ils devraient révéler ce qu'ils savent de Kaiser s'ils veulent vivre. Entendre le nom de leur seigneur d'un faible comme Van est une insulte. Alors Tomo charge vers le sorcier et est choqué qu'il invoque des esprits maudits des enfers. Puisqu'ils refusent leur dernière chance, Van ne peut pas promettre qu'il les laissera vivre. Les esprits maudits se transforment en un poignard nécro, qui est une troisième arme de la marque d'Azura. Tomo s'arrête net après avoir soudainement senti l'énergie inquiétante provenant de Van. Le sorcier bondit alors vers lui et perce son armure, le surprenant. Van réussit également à frapper Mongo, qui crie de douleur. Les frères sont stupéfaits. L'homme qui était sur le point de mourir vient de retrouver son pouvoir, et ils ne peuvent même pas comprendre la marque qu'il porte. Tomo reconnaît immédiatement sa faute et s'excuse d'avoir sous-estimé son adversaire. Cependant, rien ne change, et les frères sont là pour le détruire. Les deux chargent vers lui, et les trois échangent des coups, lançant des frappes et des coups de poing de toute leur force. Les frères commencent à être dépassés par les attaques de Van. Le sorcier continue son offensive, déroutant les frères avec sa vitesse et sa stratégie. Finalement, Tomo réussit à l'attraper et dit à son frère d'écraser leur ennemi. Cependant, il est surpris de voir que le mana de son frère est en train d'être drainé et qu'il est maintenant immobile au sol. Juste à ce moment-là, de la blessure de Tomo, des esprits maudits apparaissent, le rendant immobile. Van révèle que son arme, le poignard nécro, est une lame maudite qui se nourrit de mana, et quiconque est coupé par elle aura ces esprits maudits attachés à eux, dévorant leur mana. Les esprits finiront leur mana jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Jusque-là, ils ne s'arrêteront pas. Tomo laisse échapper un cri perçant de douleur, implorant les esprits maudits d'arrêter de drainer son mana. Il commence à se désintégrer, étant lentement consumé par l'esprit et succombant à une mort lente et atroce. Au matin, il ne reste plus que la vraie forme de Tomo. Il s'est renforcé avec du mana depuis le début. Tomo se déchaîne, criant à Van de leur rendre le mana artificiel que Kezur leur a accordé. Entendant quelque chose d'intéressant, Van exige qu'ils lui en disent plus sur le mana artificiel, disant qu'ils ne peuvent plus le combattre de toute façon. Cela ramène Tomo dans le passé, quand lui et son frère étaient encore dans la tribu cataphracte. Ce jour-là, le chef avait un commerce avec le chef mercenaire Thèse, Kezor, qui remarqua les deux garçons frêles attachés à un arbre. Le chef lui dit que les garçons n'avaient pas la capacité de stocker du mana et qu'ils étaient une honte pour la tribu. Ils avaient duré 5 ans, mais bientôt ils mourraient, ils ne devraient donc pas se soucier d'eux. Cependant, Kessur s'est porté volontaire pour les emmener. 10 ans plus tard, les deux frères s'étaient transformés en sorciers redoutés. Kessur a demandé ce qu'ils cherchaient en massacrant autant d'humains. Tomo admit que lorsqu'il voyait les faibles et les impuissants, il se souvenait de ce que lui et son frère étaient. S'ils n'avaient pas rencontré leur seigneur, ils auraient vécu toute leur vie comme de la saleté, et cette pensée les remplissait de dégoût et de rage qu'ils devaient les tuer juste devant leurs yeux. Kaiser leur a dit que leur meurtre était superficiel et provenait de la haine de soi. Il leur a ensuite dit qu'ils devaient se retenir et que ce genre d'autodestruction était loin d'être beau.
Dans le présent, les frères chargent à nouveau Van, leur fierté les aveuglant à leur défaite. Mais leur défi trouve sa fin lorsque Van frappe avec une précision absolue, les réduisant tous les deux au silence et mettant fin à la bataille alors qu'ils laissent leur corps mort derrière lui.